Épilogue dramatique du siège de la secte de Waco au Texas. Les bâtiments sont actuellement en feu et personne n'a vu sortir les 96 membres de cette secte, dont 17 enfants qui étaient toujours retranchés, sauf 2 personnes qui sont sorties les mains en l'air il y a quelques instants. Dans ce journal, les premières images de l'intérieur de la ville assiégée de Srebrenica. En Afrique du Sud, nouvelle violence à l'occasion des obsèques du leader communiste noir Chris Hani. À Sarreguemines, ouverture du procès des responsables d'une entreprise de Forbach où 3 ouvriers avaient été très gravement irradiés. Édouard Balladur confirme une prochaine hausse des impôts équitable et bien répartie, a-t-il dit, mais sans plus de précision. En fin de journal, une liaison radio avec Bruno Perron qui devrait en principe arriver demain après-midi et donc réussir son pari du Tour du Monde en moins de 80 jours à la voile. Et puis enfin, fin de journal, 2 invités, les 2 co-scénaristes du téléfilm C'était la guerre, ce soir sur France 2, le commandant Azedine et Jean-Claude Carrière. Madame, Monsieur, bonsoir. Angoisse à Waco, au Texas, autour de la ferme forteresse où s'étaient retranchés une centaine de membres de la secte des Davidiens depuis maintenant 51 jours. Les bâtiments, je vous l'ai dit, sont en feu pour une raison encore inconnue et l'on ignore tout pour le moment du sort des personnes qui étaient à l'intérieur. Claude Sampère. C'est à 19h10, heure française, que le ranch de la secte davidienne au Texas s'est brusquement enflammé. En quelques minutes, l'ensemble des bâtiments était envahi par des flammes très importantes. À l'intérieur, 96 membres de la secte de David Koresh, un homme qui se prend pour Jésus-Christ. 96 personnes, parmi elles 17 enfants, retranchés dans ces bâtiments depuis 51 jours. À proximité, aucun camion de pompiers, aucun moyen pour éteindre le feu. Et sur ces images, on ne voit personne sortir des bâtiments. David Koresh et les siens, encerclés par le FBI, avaient menacé à plusieurs reprises les autorités d'un suicide collectif. Pour le moment, on ne connaît pas l'origine de l'incendie, mais vu sa rapidité et son ampleur, David Koresh semble avoir mis sa menace à exécution. 6 heures plus tôt, le FBI avait décidé de mettre la pression sur les membres de la secte. Un char Abrams, à plusieurs reprises, a enfoncé les murs des bâtiments. Le FBI a lancé des grenades de gaz, des grenades aveuglantes dans le ranch. Il voulait obliger David Koresh à se rendre. En début d'après-midi, le char est revenu donner un nouvel assaut. À l'intérieur du ranch, David Koresh ne répond plus aux autorités. Le FBI au même moment tient une conférence de presse. Les policiers se montrent confiants. Pour eux, le temps est venu d'en finir. David Koresh doit se rendre. À 19h10, les bâtiments s'embrasent. Visiblement, personne n'attendait un tel événement. Il a fallu attendre plus de 40 minutes les premiers secours. Seules 2 personnes auraient réussi à sortir du ranch en feu, 2 personnes sur les 96 qui se trouvaient à l'intérieur. Bien sûr, si nous avons des nouvelles plus précises au cours de ce journal, nous vous les communiquerons immédiatement. Imbroglio politico-militaire autour de l'enclave musulmane de Srebrenica. Le commandant en chef des forces de Bosnie, serbe bien sûr, affirme qu'il n'est pas question de retirer ses troupes, alors que le général Morillon avait déclaré à la presse que l'accord de cessez-le-feu prévoyait expressément le retrait des Serbes qui assiègent Srebrenica. Les premières images qui nous soient parvenues de l'intérieur de cette ville assiégée donnent une faible idée du martyre vécu par ses habitants. François Cornet. Dans l'enclave musulmane de Srebrenica, la ronde des hélicoptères blancs des Nations Unies s'est poursuivie toute la journée sans incident. Depuis hier, les casques bleus ont réussi à sortir de l'enfer près de 450 blessés et plusieurs dizaines d'enfants. Il resterait à Srebrenica 150 à 200 blessés à évacuer d'urgence. À chaque rotation, les pilotes d'hélicoptères espèrent que le fragile cessez-le-feu, respecté pour l'instant par les Serbes, tiendra pour pouvoir terminer leur délicate mission humanitaire. À la Jumelle, sur les hauteurs surplombant la ville martyre, les vainqueurs de cette longue année de siège observent ce douloureux et dramatique feuilleton de Srebrenica en fêtant, avec les moyens du bord, la Pâque orthodoxe. Contrairement aux clauses de l'accord de trêve conclu hier avec les responsables militaires bosniaques, ces forces serbes ne se sont pas retirées des abords de Srebrenica, mais campent sur leur position en attendant que la ville s'évacue d'elle-même avant de l'investir. La purification ethnique se déroule devant leurs yeux sans même qu'ils aient besoin de mettre la main à cette basse besogne. En attendant, la course contre la montre se poursuit sur l'aérodrome de Tuzla. Pendant que les casques bleus en ont encore le temps, on regroupe ici tous ceux qui auront encore la chance d'être sauvés.
Comme dans les films de guerre, mais là c'est du vrai, les chirurgiens vont amputer, opérer, faire ce qu'ils peuvent, souvent avec de maigres moyens, pour tenter l'impossible. Pendant ce temps, les casques bleus essaient de renforcer les forces de protection des Nations Unies à Srebrenica, mais aujourd'hui ils ont dû faire demi-tour. Le général Morillon est convaincu cependant que les Serbes ne s'attaqueront pas à ces casques bleus. Une attaque de Srebrenica demain, c'est une déclaration de guerre au monde entier. C'est tout. Bon, c'est clair. Suprême stratégie pour retarder les secours, les miliciens serbes ont fouillé de fond en comble aujourd'hui ce convoi du HCR qui se rendait à Srebrenica pour accélérer l'évacuation des rescapés. Ouverture aujourd'hui à Sarreguemines en Moselle du premier procès mettant en cause le nucléaire civil en France. 3 responsables d'une entreprise de Forbach doivent répondre devant le tribunal correctionnel de blessures involontaires sur 3 ouvriers gravement irradiés alors qu'ils travaillaient sans précaution dans un accélérateur de particules. Sur place, Christine Boss. Émotion d'une mère au palais de justice de Sarreguemines. Son fils Daniel Leroy, grièvement irradié, est toujours hospitalisé en chambre stérile. À ses côtés, l'une des 2 autres victimes, Giovanni Nespola, est presque impassible, les 3 prévenus, le PDG, l'administrateur et le directeur de la société EBS, inculpés de blessures involontaires. Dernier acteur du drame, le contremaître Jean-Marc Bis, également victime, mais que certains aimeraient bien transformer en prévenu. Le tribunal correctionnel de Sarreguemines aura la lourde tâche de démêler en 4 jours l'écheveau du drame qui s'est noué en août 1991 dans la société EBS, spécialisée dans la transformation de téflon en poudre. Pourquoi et dans quelles circonstances Daniel, Giovanni et Jean-Marc ont-ils été irradiés? Comment ont-ils pu intervenir dans l'enceinte de l'accélérateur de particules sans que celui-ci ne soit à l'arrêt? Depuis 20 mois, Daniel vit un véritable calvaire, au rythme des grèves successives. Ses parents ont placé leurs derniers espoirs dans le procès. On ne sait pas encore la vérité, on ne sait pas encore ce qui s'est passé de vrai à EBS. Et pourquoi ces jeunes ont été envoyés vraiment dans la mort. Pour moi, ils ont été envoyés dans la mort. Et puis, c'est pour ça, nous, on voudrait maintenant que justice soit faite le plus tôt possible et que les coupables payent. Un procès exemplaire, c'est ce que souhaite l'ensemble des 12 parties civiles pour empêcher tout autre accident du type d'EBS où les experts ont constaté pas moins de 27 infractions à la réglementation. Édouard Balladur a annoncé hier à 7/7 que son gouvernement serait amené à prendre rapidement des mesures, je cite, qui seront sans doute impopulaires. Traduction, hausse des impôts. En fait, le Premier ministre va devoir résoudre la quadrature du cercle, trouver suffisamment d'argent pour combler rapidement une partie des déficits sociaux, tout en sachant que les impôts qui rapportent le plus sont précisément ceux qui risquent de ralentir une activité économique déjà proche de la récession. Yannick Le Tranchant. L'affaire est entendue, il y aura bien un tour de vis fiscal. 2 raisons sont avancées par Édouard Balladur. D'abord, le déficit budgétaire, il est estimé à 300 milliards de francs. Puis, le déficit des comptes sociaux, 100 milliards. Reste à trouver la forme. Bien sûr, le plus facile est d'augmenter les impôts réputés indolores. La taxe sur les carburants, par exemple, un seul centime d'augmentation sur le litre d'essence ou de gazole rapporte 800 millions de francs par an. 1% d'augmentation sur les paquets de cigarettes et ce sont 300 millions de recettes supplémentaires. La hausse de la TVA est une autre solution. 1 point de plus rapporterait 35 milliards. Autre levier fiscal, la contribution sociale généralisée retenue à la source sur le bulletin de paye. Et si cet éventail ne suffisait pas, il reste la possibilité d'augmenter l'impôt sur le revenu. Exercice fort périlleux car hautement impopulaire. Le suspense sera en tout cas de courte durée. Le Premier ministre présentera un collectif budgétaire aux alentours du 5 mai prochain. La marge de manœuvre du gouvernement est très faible. Il entend privilégier la formule qui affaiblira le moins la croissance, le risque que trop d'impôts tuent la consommation et empêche ainsi la reprise économique. La Banque de France a annoncé aujourd'hui une nouvelle et légère baisse de ses 2 taux directeurs, décision qui va améliorer la trésorerie des entreprises endettées. Reste à savoir quelles seront les incidences en matière de crédit à la consommation. Début de réponse avec Jean-Pierre Métivé. Si vous avez un découvert à la banque, bonne nouvelle, les agios que vous payez diminuent d'1/4 de point.
C'est la seule conséquence pratique pour les particuliers de la baisse du taux de base bancaire. Pour le reste, on revient 6 mois en arrière. Ce que je voudrais, c'est relativiser un petit peu tout ça. Moi, je dirais qu'on revient actuellement à une situation plus normale, puisque la hausse des taux avait été motivée par l'attaque spéculative, les attaques répétées spéculatives contre le franc, et qu'en réalité, on arrive maintenant à nouveau, on se trouve à présent à nouveau dans une situation qui était celle qu'on connaissait jusqu'à fin septembre 92. Les crédits immobiliers se situent actuellement entre 10 et 11%. Une seule exception, la Caisse d'épargne d'Île-de-France à 8,95%. Est-il intéressant aujourd'hui de renégocier son prêt? C'est trop tôt. À l'heure actuelle, les gens qui se sont endettés à 10, 11% et il faut attendre encore que les taux baissent. Quand ils passeront sous la barre des 8%, alors là peut-être ce sera intéressant pour une majorité de gens. Les crédits automobiles ou électroménagers, actuellement entre 12 et 18%. Ils ne diminuent pas. En cas de baisse future, si vous voulez renégocier le prêt, attention aux pénalités pour remboursement anticipé prévues dans certains contrats. Et la conséquence des taux sur l'épargne. Faut-il continuer d'acheter des SICAV monétaires ou bien des obligations apparemment plus rentables? Je vous conseille pour l'instant de rester sur les SICAV monétaires. Nous considérons que sur l'année, vous avez une bonne chance de faire largement aussi bien que les SICAV monétaires que sur d'autres placements pour la période qui reste. Aucun changement pour l'instant donc. La baisse des taux n'est qu'annoncée. Mais c'est une période faste qui s'ouvre pour emprunter. L'INSEE vient de publier un document tout à fait passionnant, une sorte de radioscopie de l'évolution de la France et des Français depuis 30 ans. Des milliers de chiffres, par exemple, en 65, la consommation annuelle de vin à domicile était en moyenne de 91 litres par personne, elle n'était plus que de 32 litres en 89. Grâce à cette étude, on apprend encore, entre autres, que l'espérance de vie d'un professeur est supérieure de 9 années à celle d'un manœuvre, qu'un enfant sur 3 naît actuellement d'un couple non marié, ou encore que 40% des ménages dînent chaque soir en regardant la télévision. Bon appétit, messieurs, dames. Autre précision avec Patricia Charnelet. Première grande tendance, le modèle traditionnel de la famille éclate, le mariage baisse, le divorce et l'union libre progressent. Près de 2 millions d'enfants vivent avec un seul de leurs parents. Mutation considérable aussi dans le monde du travail avec une double révolution agricole et industrielle. Les effectifs de la classe ouvrière continuent de fondre, les ouvriers quittent les usines pour les entreprises d'intérim ou de nettoyage. Quant aux agriculteurs, ils sont de plus en plus diplômés, mais aussi très endettés. Le cadre de vie est lui aussi bouleversé. La ville grignote la campagne, la France périurbaine est en train d'effacer la France rurale. Une telle évolution est-elle dangereuse ? Je ne le pense pas, parce qu'avec l'arrivée de tous ces citadins dans les zones rurales traditionnelles, avec le petit clocher de village, c'est un équilibre certes qui se trouve changé, mais c'est aussi une demande de services, des écoles, une revitalisation de ces zones qui, je pense, est tout à fait souhaitable. Enfin, la vie quotidienne, les Français sont plus nombreux à posséder douche et chauffage central. Ils préfèrent le magnétoscope au lave-vaisselle et en presque 30 ans, ils ont réduit de moitié leur consommation de pain et des 2/3 leur amour du vin. Et le soir, eh bien, ils dînent le plus souvent dans leur cuisine en regardant la télé. En Afrique du Sud, une foule estimée à 80 000 personnes, dont Nelson Mandela, a participé dans un stade de Soweto aux obsèques du secrétaire général du Parti communiste d'Afrique du Sud, Chris Hani. De nouveaux incidents ont fait au moins 6 morts aujourd'hui, dont 2 blancs brûlés vifs dans l'incendie de leur immeuble. Isabelle Bechler. Dans le stade de Soweto, ils étaient 80 000, des militants de l'ANC en majorité. Certains avaient passé la nuit là pour être sûrs de pouvoir saluer la dépouille de Chris Hani. Le leader de l'ANC, assassiné le 10 avril dernier, était appelé la lance de la nation par les Noirs. Chef de la branche armée de l'ANC et dirigeant du Parti communiste, il a reçu les honneurs réservés aux héros militaires. Ces anciens hommes défilaient dans l'émotion. Lors du culte et de l'hommage funèbre dirigé par Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu, le souvenir et la politique étaient mêlés, revendication majeure des élections. Vite! En dehors du stade, les militants gauchistes du Congrès panafricain, plus radicaux que l'ANC, ont apparemment provoqué la police qui a eu la main lourde à son tour et a riposté à l'aide de chevrotines et de balles réelles. Bilan, 8 blessés, dont 2 graves.
Autour du cimetière de Boksburg, à 40 km de là, la tension était à son paroxysme également. On déplore 6 morts ce soir. Au milieu de cette panique, le corps de Chris Hani a été mis en terre dans le carré catholique du cimetière. Depuis son assassinat, le prix humain des affrontements interethniques s'élève déjà à 47 morts. En Italie, large approbation des 8 référendums proposés aux électeurs, notamment la proposition d'introduire le système majoritaire pour la désignation des sénateurs, qui a recueilli 83% de votes favorables. 6 francs et massifs qui pourraient changer en profondeur la vie politique italienne, comme nous l'explique notre envoyé spécial Olivier Lerner. Les partisans du si n'en espéraient pas tant. Un si majeur, en forme de pied de nez tellement qu'il est puissant. Il n'y a pas de si bémol à la clé. Les Italiens ont voté comme un ensemble qui chante en chœur un seul refrain, le changement. Changement du mode de scrutin d'abord, indispensable pour balayer les fausses notes de dizaines d'élus. Ce pas d'aujourd'hui est un pas important, mais en soi encore insuffisant. Mais si nous ne l'avions pas accompli, je crois que vraiment, pour un temps, disons, politique d'une génération pendant 10 ans durant, nous n'aurions eu plus aucune possibilité de reprise. L'artisan promoteur de ce référendum, c'est Mario Segni, un anti-maître chanteur. Sur le devant de la scène, depuis quelques semaines, cet obscur député de base s'est transposé peu à peu en monsieur propre d'une Italie en quête de changement. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Certains sénateurs ont accueilli froidement les résultats de ce référendum. Il faut dire que les représentants des petits partis vont disparaître, ceux qui vont rester devront montrer patte blanche. Le scrutin majoritaire devrait empêcher à l'avenir tout arrangement, tout clientélisme en quelque sorte. C'est ce soir que commencent les cérémonies commémoratives du 50e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Pendant près d'un mois, quelques centaines d'insurgés avaient réussi à tenir tête héroïquement à des milliers de Waffen-SS. Rappel signé Stéphane Magnier. En ce début de 1941, les Allemands ont entassé dans ce quartier de 2 km sur 3 près de 500 000 juifs. Un mur hermétique les empêche de fuir. Ils s'entassent à 20 par chambre, ils dorment dans les rues et ils ont peur. À n'importe quelle heure, sur n'importe quel lieu, les soldats allemands entrent, pillent, tuent. La nourriture est rationnée au 10e du nécessaire. On tombe d'inanition, on meurt sur le trottoir. En juillet 1942, les Allemands décident la déportation massive. Tous les jours, 10 000 Juifs sont raflés dans le ghetto, chargés dans des wagons à bestiaux, destination Treblinka, la chambre à gaz. Une poignée d'entre eux survivra. En octobre, les 60 000 Juifs qui restent veulent mourir debout. La résistance polonaise leur fait parvenir quelques armes, ils organisent des attentats. L'armée décide alors de liquider le ghetto. Mais lorsqu'elle y pénètre, le 19 avril 1943, à 7 h du matin, les Juifs se battent et lui infligent de lourdes pertes. Les Allemands passent alors chaque maison au lance-flammes et à l'explosif. Les gens sautent par les fenêtres, ils sont achevés sur place. D'autres se rendent et sont exécutés. Les Allemands font sauter les abris, femmes et enfants à l'intérieur. Le chef de la résistance préfère se suicider que de tomber aux mains des Allemands. Le 10 mai, les derniers combattants s'enfuient par les égouts. La bataille a duré 3 semaines. Il n'y a que 200 à 300 survivants sur les 500 000 hommes, femmes et enfants qui sont passés par le ghetto de Varsovie. Aux États-Unis, ce sondage, dont les résultats ont été qualifiés de terrifiants par le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, ancien déporté lui-même, 1 Américain sur 5 juge possible que l'Holocauste n'ait jamais existé. D'autre part, 38% des adultes aux États-Unis et 51% des lycéens ne savent pas qu'Auschwitz ou Dachau étaient des camps de concentration. À Bruxelles, bonne journée pour un groupe de gangsters qui ont emporté la bagatelle de 70 millions de francs après l'attaque à main armée d'un camion postal qui quittait une succursale de la Banque centrale de Belgique. Quand bavure rime avec mésaventure, près de Rouen, un homme a été sérieusement blessé à coups de matraque par des policiers qui l'avaient pris pour un cambrioleur alors que c'est lui précisément qui avait alerté police secours en apercevant des lumières suspectes chez un voisin. Commentaire Christophe Tortora. Sous perfusion, la tête bandée, 2 côtes cassées, pour toute récompense à son esprit civique. Moi, je me demande si les écoles de police servent vraiment à former des policiers ou à former des cow-boys. Cette interrogation, Alain Monfray l'a depuis samedi soir. Il croyait si bien faire en alertant la police.
Il avait vu de la lumière dans le garage voisin, il pensait à un cambriolage. Toujours prêt à rendre service, confiant, il a attendu les policiers sur le bord de la route. Mais les 3 enquêteurs en civil l'ont pris pour un complice des voleurs et ils l'ont roué de coups de matraque. Mais la méprise était réciproque. J'ai vu la voiture arriver de face, j'ai rien vu qui m'a fait penser que c'était les policiers. Moi j'ai cru que c'était des complices des cambrioleurs qui m'avaient repéré et qui sont venus pour me tabasser. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas arriver à me maîtriser, c'est là qu'il y en a un qui m'a assigné un coup de matraque sur la tête. Et puis dans les côtes certainement aussi, parce que j'ai 2 côtes cassées. Puis 15 points de suture sur la tête. De quoi le dégoûter à tout jamais d'alerter police secours. À toute vapeur la voile, car nous sommes pressés. Bruno Perron et ses équipiers ont désormais toute chance de battre le record mythique du Tour du Monde en voilier à moins de 80 jours. À toute dernière nouvelle, le catamaran Commodore Explorer pourrait franchir la ligne d'arrivée demain après-midi. Tout de suite, les commentaires de Christophe Duchiron. Cet après-midi, Commodore Explorer a eu de la visite, un avion de la Marine nationale venu le survoler. La Terre approche, l'exploit n'est plus très loin pour Bruno, Olivier, Marc et les autres. 78 jours de mer et moins de 350 000 à parcourir pour couper la ligne d'arrivée entre l'île d'Ouessant et le cap Lizard. Si tout va pour le mieux, Perron bouclera son tour du monde sans escale et sans assistance aux alentours de demain après-midi. À bord, on a beau avoir le moral, on ne change rien aux habitudes. Souriant, détendu, et on n'a absolument changé rien du tout à la manière de faire naviguer le bateau, à notre manière de vivre depuis des semaines, des jours ou même des mois, parce que ça fait 3 mois, et tout se passe vraiment dans un petit monde merveilleux un peu à part là. Les prochaines heures s'annoncent favorables, avec un vent qui devrait basculer de secteur ouest, comme pour saluer l'exceptionnelle performance de 5 hommes et d'un bateau. Le printemps de Bourges commence après-demain, mais mon bien-aimé PDG était dès aujourd'hui la vedette du MIP TV de Cannes, puisque c'était aujourd'hui la journée du service public. L'occasion pour le PDG de France Télévisions d'un vigoureux plaidoyer pour la défense du service public. L'occasion aussi pour Hervé Bourges de rappeler que son mandat ne s'achève que le 19 décembre et qu'il est renouvelable pour 3 ans. Reportage Valérie Hermite. Le premier MIP TV, c'était il y a 30 ans. La télévision venait à peine de rentrer en masse dans les foyers. 30 ans plus tard, Petit Marché est devenu très très gros. Ici, chaque année à Cannes, producteurs, programmateurs, acteurs et diffuseurs décident de la télévision de demain. Je vous annonce aujourd'hui la naissance de France Supervision, une nouvelle chaîne, la chaîne des programmes de service public en format large et en son stéréophonique, qui offrira 3 heures par jour une sélection des programmes de France 2 et France 3, adapté à cette nouvelle technologie, c'est-à-dire reposant principalement sur le sport et le cinéma. Carnet rose pour le service public, peut-être dès le mois de mai prochain. Pour recevoir la dernière née sur le satellite Télécom 2A, il faudra vous équiper d'un téléviseur 16/9, comme celui-ci. 1500 heures de programmes spécifiques par an sont prévues. Le MIP TV, c'est également l'heure des bilans. 40% de part de marché pour France Télévisions et des finances rétablies selon son président, mais qu'on n'ait pas l'hypocrisie de dire au service public il vous faut faire des programmes de meilleure qualité et par ailleurs débrouillez-vous avec la publicité pour vos ressources. Vous savez bien qu'il faut dans ce domaine établir un équilibre et que je dois être dans ce domaine responsable. Dehors, enfin, le MIP, c'est aussi un avant-goût du Festival de Cannes version Petite Lucarne. Mais quand les superstars viennent y mettre un pied, on s'y tromperait. Je vous disais en titre, 2 invités exceptionnels pour un événement tout à fait exceptionnel ce soir sur France 2, un téléfilm de 3 heures sur la guerre d'Algérie tourné sur place, C'était la guerre, qui a obtenu en passant un FIPA d'or à Cannes. C'est un film de fiction écrit en commun par un auteur français et par un auteur algérien sur une guerre vécue en quelque sorte en commun. Jean-Claude Carrière, alors soldat du contingent, et le commandant Azzedine, un fellaga ou un fellouz, comme on disait à l'époque. Nous avons montré ce téléfilm à des anciens combattants français en Algérie et à d'anciens responsables du FLN. Tout de suite, je vous propose de voir le reportage de Marie-Hélène Bonneau, Philippe Menu et André Germain. Sur un deuxième. 65 jours de tournage dans la région de Boussaada. Une équipe de Français et d'Algériens sous la direction de 2 réalisateurs, Ahmed Rajdi et Maurice Felvik. 30 ans après la guerre d'Algérie, ils racontent ensemble et pour la première fois cette guerre. La vie quotidienne des appelés français et le combat de la population algérienne pour sa libération.
Les anciens combattants des deux pays, en voyant ce téléfilm, ont appris ce qu'il se passait en face et qu'ils ignoraient. C'est un film qui donne un point de vue nouveau sur ce qui se passait de l'autre côté. C'est-à-dire que quand on était, nous, sur les pitons, on s'imaginait difficilement ce que pouvait ressentir et comment pouvait s'organiser l'armée algérienne. انت شكون؟ أنا العسكري المزارطي وبسلاحه من عام 16. Ça reflète une réalité et c'est un bienfait que des vérités soient dites. Et les vérités d'aujourd'hui, je pense que c'est positif pour la mémoire des deux peuples. C'était la guerre est une fiction qui a valeur de document. Jamais deux pays qui s'étaient fait la guerre n'avaient jusqu'alors réalisé un film ensemble. Une œuvre pour comprendre l'histoire et lever le voile sur cette période. Mon désir, je crois, et c'est le désir un peu de tous les anciens combattants d'Algérie, tout au moins ceux que je connais, c'est qu'on devrait se rencontrer entre Moudjahidine et puis anciens combattants français. Vous savez ce que ça veut dire d'être sans papier? Montrer ainsi la guerre d'Algérie permet de mieux la comprendre, tourner la page et se réconcilier enfin sur cette période. Voilà, il faut préciser que ce téléfilm a été réalisé par un Algérien et par un Français, Ahmed Rachadi et Maurice Felvig. C'est cela et ça a nécessité de votre part 3 ans d'écriture, de repérage en commun. Je vais vous présenter très rapidement pour nos téléspectateurs. Tout d'abord, commandant Azzedine, qui était avant la guerre chaudronnier, chef militaire de la Wilaya 4 en 58. Vous m'arrêtez si je me trompe. Arrêté, évadé 2 fois, plusieurs fois blessé, 13 fois. Et vous avez raconté votre guerre dans un livre qui s'appelle toujours « On nous appelait Fellaga ». Jean-Claude Carrière, les Français vous connaissent peut-être davantage. Vous êtes scénariste de plus de 30 films, dont la plupart de ceux de Buñuel, dramaturge, l'aide-mémoire, entre autres. Vous avez beaucoup travaillé avec Peter Brook. Vous êtes également scénariste à la télé. Entre autres, la fameuse controverse de Valladolid qui a ramassé les récompenses. Et vous avez, vous aussi, écrit vos souvenirs de cette guerre d'Algérie dans un livre qui s'appelle La paix des braves. Ces 2 livres ont été réunis par les éditions Plomb, voilà, en face, dans un livre qui s'appelle précisément « C'était la guerre » et qui est donc la somme de vos 2 livres. Le livre du commandant Azzedine, à cette occasion, a été très largement réécrit. Sa première édition était de 1976. C'est ça. Alors, pour résumer, parce qu'on n'a pas trop de temps et puis le film fait plus de 3 heures, on peut dire que c'est la rencontre de l'histoire d'un homme qui a choisi la guerre, vous, et d'un homme que la guerre a choisi. Exactement, on ne peut pas mieux dire. Oui. Vous vouliez lutter pour l'indépendance et vous vous êtes retrouvé en Algérie parce qu'on vous a dit d'y aller. Mais envoyé, oui. Commandant Azzedine. Oui, bien sûr. Moi, je suis monté volontaire et je suis monté au Maquis, ou bien mourir au Maquis, ou bien descendre en Algérie avec l'indépendance. Voilà. Contrairement à Jean-Claude Carrière qui a été choisi et qui est venu et que lui, il comptait à rebours quand est-ce qu'il doit repartir chez lui. La quille, la fameuse quille. La quille que tous les troufions de ma catégorie attendaient. Et ce qui était intéressant dans ce que disait un des personnages interviewés tout à l'heure, c'était que nous ignorions, nous, totalement ce qui se passait de l'autre côté. C'est vrai. En particulier ce que montre le film, cette difficile organisation, la pauvreté, la misère de l'armée algérienne, était quelque chose que nous ne connaissions pas du tout. Et je crois que ça a été pas à pas une découverte dans notre chemin d'écriture et de réalisation. Nous avons fait quelque chose ensemble. C'est au moins ça. Alors en principe, ce film devait être diffusé simultanément ce soir, en même temps, sur la télévision algérienne. Il semble qu'il y ait des petits problèmes. Enfin, il y a une dépêche disant que ça ne se ferait pas ce soir. En tout cas, ce film va être vu par 4 millions de Maghrébins en France déjà. Ça va peut-être faire un choc parce que c'est vrai que la guerre d'Algérie a toujours une version officielle qui ne correspondait pas toujours à ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Vous savez, la langue de bois, vraiment, elle a la tête vraiment dure. Nous, on a vraiment pensé qu'il faut donner quand même la priorité à notre public, nous, Algériens. Et après mûre réflexion, on a voulu le programmer en même temps que France 2. Malheureusement, je viens d'apprendre ici que le film n'est pas programmé aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'en Algérie, tout le monde est face à France 2. L'audimat va explosera ce soir et la vidéo va fonctionner aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous racontez que vous avez été obligé, vous avez pris un certain nombre de jeunes Algériens, des comédiens pour ce film. Évidemment, ils n'avaient pas vécu cette guerre d'Algérie et ceux dont le père avait combattu refusaient d'en parler. Finalement, c'était un peu la loi du silence. L'occultation s'est pratiquée des 2 côtés.
de ce côté-là, peut-être qu'on avait honte de cette guerre, mais chez nous, en Algérie, au nom d'une légitimité, on a occulté aussi la guerre. Mais aujourd'hui, tout le monde, surtout après 88, la censure a diminué, mais pas totalement, puisqu'aujourd'hui j'apprends que notre film, n'est pas programmé en même temps que la vidéo, mais l'histoire est têtue, elle s'écrira, qu'on le veuille ou pas, et contre et malgré tout. J'aime beaucoup cette expression, l'histoire est têtue. Jean-Claude Carrière, vous racontez que les engagés, comme vous, revenaient la plupart du temps racistes d'Algérie et en tout cas avec un vrai sentiment d'avoir perdu totalement leur temps. D'avoir perdu leur temps, c'était aussi une école de paresse, de dissimulation, de mensonges. On essayait de tirer au cul, comme on disait, c'est-à-dire de ne rien faire. Et très souvent, on revenait en ayant aussi appris à boire et à fumer. C'était pas vraiment la meilleure des écoles. C'est aussi quelque chose que montre le film. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que le film raconte une histoire. Ce n'est pas du tout un documentaire c'est pas l'histoire de la guerre d'Algérie. De grands pans de cette histoire sont absents du film. Nous avons suivi l'histoire d'un petit hameau que les deux côtés se disputent avec tous les moyens que connaît la guerre. Et Dieu sait si elle en connaît. Des militaires, des psychologiques. Chaque jour, quand vous étiez dans les Djebel, vous écriviez à votre femme. Tous les jours, votre femme vous écrivait. Et puis quand vous êtes rentré à Paris, vous avez fait un magnifique paquet de toutes ces lettres et vous avez tout jeté dans la Seine. Alors, si vous vouliez évacuer tout cela, pourquoi avoir retravaillé pendant 3 ans sur ce problème? À l'époque, de notre côté, Sarazdine le dit très bien, autant eux voulaient se souvenir, autant nous, moi en tout cas, nous voulions oublier. Jeter les lettres dans la Seine, c'est un témoignage d'oubli. Mais la mémoire ne se laisse pas piéger aussi facilement. Nous ne sommes pas maîtres de notre mémoire. Elle revient. Elle ressurgit malgré nous. Et des années après, beaucoup plus tard, 15 ans après, j'ai éprouvé le besoin peu à peu d'écrire ce qui m'était arrivé, ce que j'en avais retenu. Et puis c'est devenu un livre, et puis 2 livres, et puis ce livre, et puis un film. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons devoir rendre l'antenne. Oui. On se serre la main. Merci. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Donc, je rappelle, c'était la guerre tout à l'heure à 20h50 sur France 2, un véritable événement audiovisuel. Je vous propose tout de suite de revenir sur l'événement dramatique de cette soirée, l'épilogue dramatique de la prise d'otage à Ouako. C'est les membres de cette secte, une centaine, qui étaient encore retranchés depuis 50 jours dans une sorte de ferme forteresse. Et ce soir, le feu s'est déclaré dans les bâtiments. On ne sait pas encore exactement le nombre de victimes. Certaines sources disent qu'il pourrait y avoir un souterrain et que peut-être les gens qui étaient à l'intérieur de cette forteresse ne sont pas morts. Je vous propose de voir tout de suite, en compagnie de Claude Sampère, un rappel de ces dramatiques événements de l'après-midi. C'est fini. En moins de 40 minutes, l'ensemble du ranch de la secte davidienne au Texas a été détruit par les flammes. Sur ces images, quelques membres des équipes de secours, quelques militaires qui arrivent trop tard. Le bâtiment s'était brusquement enflammé vers 19h10, heure française. En quelques minutes, l'ensemble du ranch a été envahi par des flammes très importantes. À l'intérieur, 96 membres de la secte de David Koresh, un homme qui se prend pour Jésus-Christ. 96 personnes, parmi elles 17 enfants, retranchés dans ces bâtiments depuis 51 jours. À proximité, aucun camion de pompiers. Sur ces images, au centre, un homme qui sort les bras en l'air. Apparemment, selon nos dernières informations, seules quelques personnes auraient réussi à se dégager du brasier. Ici, on voit un agent du FBI sortir du bâtiment un membre de la secte. Il le tire pour le dégager des flammes. David Koresh, le gourou de la secte davidienne, avait menacé à plusieurs reprises d'organiser un suicide collectif. D'ailleurs, un porte-parole officiel du ministère de la Justice américain vient d'annoncer que 2 membres de la secte auraient été vus en train d'allumer le feu. Le siège durait depuis 51 jours. Philippe Lefebvre reviendra bien évidemment sur cet événement dramatique dans le dernier journal diffusé vers minuit. Demain à 7h50, l'invité de Gérard Leclerc pour les 4 vérités, Jean-Louis Bianco. Le dicton du jour qui plaira, je pense, à Jean-Claude Carrière. À la Saint-Emma, la notion de beau varie. Dans quelques secondes, la météo en compagnie de Sophie Davant. Au programme Soleil et douceur, tout ce que j'aime. Excellente soirée, à demain 20h.